Vous avez évoqué toutes les problématiques de la complexité. Nous avons donc vu à quel point il était délicat de maintenir durablement des sociétés qui étaient caractérisées par un grand nombre d'administratifs, de manière générale. Euh, Maintenant, la question que je souhaitais aborder avec vous, c'est la question de la Chine. On est face à un pays immense, très puissant, et lors d'échanges un peu informels qu'on a eus lors de notre dernière conversation, vous aviez évoqué tous les deux le fait que la Chine était peut-être un colosse au pied d'argile, c'est-à-dire que la Chine étant un pays extrêmement exportateur, euh, dans un univers où les exportations chinoises pourraient extrêmement se réduire, pourraient être fragilisées dans le futur. Donc j'aurais aimé avoir votre point de vue à tous les deux, donc je pose à Pierrot de commencer sur ce sujet. C'est vrai que la Chine reste, faut pas l'oublier, un pays géré par un parti communiste chinois très centralisateur depuis 1949 et qui a simplement fait le choix, après des désastres absolument énormes, le grand bond en avant la révolution culturelle, c'est des dizaines de millions de morts et des gestions totalement aberrantes de leur modèle, de leur économie, a décidé de donner, dans un certain cadre et dans certains domaines, une liberté quasi totale à l'entrepreneuriat et même un accès aux capitaux facilité. Deng Xiaoping a été à l'époque l'architecte de ce changement. Il y a sans doute d'autres. On pourrait remonter finalement à la rencontre Mao-Nixon, peut-être à la source de, ce, de cette réforme. Mais après, effectivement, ça a fonctionné. Lorsqu'on donne la liberté aux gens d'entreprendre, de se développer, en plus un accès à des capitaux facilités, eh bien, le peuple chinois est un peuple brillant, est un peuple à une civilisation ils ont retrouvé ce qui a fait leur grandeur depuis des 5000 ans. Enfin, c'est une civilisation hallucinante, enfin, incroyable. Et ils ont réussi énormément à se développer, matériellement à dépasser en fait l'Occident et les États-Unis qui étaient un peu le paragon, le modèle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un peu le sentiment que cette histoire de virus est en train de devenir le Tchernobyl chinois. Et qu'il va falloir que ce pays réforme le reste, à mon sens, le reste de sa structure étatique, militaire. Est-ce qu'ils le feront? Je pense il y a une inévitabilité historique que ça finisse par se faire. Mais on l'a vu que parfois, ce n'est pas simple. Parfois, il y a des phases difficiles qui peuvent être dramatiques, qui peuvent être catastrophiques. Moi, je ne leur souhaite pas du tout de revenir vers des périodes comme ça. Mais c'est clair que là, leur image, elle va en prendre un sacré coup, tant dans la gestion, cet aspect, en fait, on a vu l'aspect secret, l'aspect mensonge, l'aspect l'État qui, en plus, je pense avec une culture de je ne veux pas perdre la face, qui est très asiatique, bon, qu'on comprend, hein, que je peux comprendre, mais il y a un moment où il faut jouer la transparence. On est dans un monde où plus on est transparent et plus on est libre, moins on fait d'erreurs et plus on peut les corriger rapidement. Et en plus, on a les moyens d'agir rapidement. Parce qu'en plus, c'est un pays qui est clairement pas inconséquent. C'est 1,4 milliard, 400 millions d'habitants, c'est des cerveaux, des écoles, des ingénieurs. On parlait de médecine là, dans le dernier entretien, et effectivement, ils ont des scientifiques et des médecins et des chercheurs qui, aujourd'hui, publient de manière immensément plus que l'Occident. Donc, on peut pas nier cette force, et cette force, elle doit être libérée. Euh, alors, peut-être pas en un coup, peut-être, je suis d'accord que parfois on gère pas 1,4 milliard comme on gère 8 millions de Suisses, hein, mais c'est pas la même culture, c'est pas la même masse, il n'y a pas les mêmes dynamiques. Mais à mon avis, il n'y a aucun problème qui ne puisse être résolu par plus de liberté. Et donc, il faut les aider, les encourager. Tant nous avons beaucoup à apprendre d'eux, eux ont aussi à apprendre de nous. Et par cet échange, il faut les forcer et développer les mouvements civiques, on va dire, de liberté civique à l'intérieur de la Chine, mais probablement sans les froisser. Alors, c'est pas vous et moi,
mais peut-être quand même, nous avons notre petite opinion à faire. Et vous savez, on change tous le monde par petits bouts en parlant autour de nous. Avec Internet, on peut toucher des centaines de milliers de personnes, certains des millions. Et puis, il y a des gens aujourd'hui, comme par exemple le président des États-Unis, Trump, qui a clairement donné, suite à des rapports de la CIA et d'autres sources, a clairement dit, vous nous devez des comptes. Et donc, ça peut être dans une négociation que j'espère ne sera jamais guerrière, parce que c'est quand même des grandes puissances, mais qui peut faire une clé de bras et dire, voilà, si vous ne voulez pas qu'on vienne vous facturer 7 trilliards de dollars que ça nous a coûté cette crise, il va falloir des changements radicaux et majeurs. Du moins, c'est un des scénarios. Donc, je pense que la liberté est l'objectif à atteindre vers lequel nous devons tous pousser, parce que l'alternative, dans un monde numérique, dans un monde de surveillance facilitée, dans un monde où nous avons des drones potentiellement armés et en plus même des modifications génétiques, les Chinois sont très forts dans ce domaine-là, également sur les humains, il y a une dystopie possible que je ne crois pas probable. Je pense qu'on ne va pas aller vers ça. Mais le potentiel négatif et néfaste qui pourrait nous mettre en esclavage pendant longtemps, pendant des siècles, il est possible. Ce n'est plus une fantaisie de science-fiction. Le contrôle social tel qu'il a été déployé en Chine, auquel on ajouterait une approche dictatoriale et violente, ce qui n'a pas l'air d'être le cas pour l'instant, combiner ces deux choses, la surveillance et finalement l'automatisation et la mécanisation de la violence, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'humains qui viennent taper avec des gourdins. Là, on a des robots, on a des machines, et c'est Terminator, hein, c'est Skynet. Donc, si on combine ces deux choses, on a vraiment un univers très sombre, mais qui ne rapporte rien. De la même manière qu'aucune économie au monde n'est revenue à l'esclavage. Parce que c'est économiquement un non-sens d'avoir un esclave. C'est ce que les esclavagistes ne comprenaient pas, évidemment. Ils ne pouvaient pas le comprendre dans leur culture de l'époque. Ils disaient, mais si vous libérez les esclaves, on va faire comment? Je dis, ben, tu vas avoir des gens que tu vas payer, puis ils vont être motivés, puis ils vont avoir des entreprises, puis ça va. Mais ils ne pouvaient pas imaginer ça à l'époque. Aujourd'hui, beaucoup de ces États ont cette dérive totalitaire, mais à terme, ça ne fonctionne pas. L'Union soviétique s'est démantelée. Même des pays comme le Vietnam se sont très, très libérés. Je pense qu'on verra des changements, mais ils ne seront peut-être pas faciles. Alors Pascal, justement, votre point de vue sur ce sujet, aujourd'hui on voit cette Chine, Pierrot a évoqué la problématique du contrôle social très, très violent, enfin très musclé. On a vu d'ailleurs l'excès de ce contrôle social, notamment au Xinjiang, où c'était vraiment d'une violence extrême, notamment à l'égard des Ouïghours. J'ai entendu dernièrement que pratiquement 10% de la population était dans les centres d'internement, enfin en tout cas de la population ouïghour, sur un reportage d'Arte qui est passé cette semaine. Donc vous-même, quelle est votre vision sur la Chine? S'agit-il d'un colosse au pied d'argile, vous qui également, comme Pierrot, avez eu l'occasion de travailler là-bas? Quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? D'abord, je dirais que la Chine, c'est 20% de la population planétaire. Donc, ça paraît tout de suite très puissant. Et ça l'est, bien entendu, d'un point de vue humain. Mais aujourd'hui, si je prends plutôt déjà le facteur économique, on voit qu'environ 50% des entreprises chinoises ont à peu près 1 mois de cash flow devant elles. 30% ont 3 mois de cash flow devant elles et que 20% ont on va dire, 3 à 8 mois de cash flow devant elles. Donc, ça veut dire que d'un point de vue ne serait-ce qu'économique, le fait de ne pas trouver de débouchés pour vendre ses produits, c'est un gros problème pour la Chine. Donc, ça veut dire que ça va ralentir la croissance d'une façon qui est juste monstrueuse. Si les Chinois ont accepté de vivre en quasi-esclavage sur ces dernières années, c'est parce qu'on leur a promis un boost économique et financier qui allait faire en sorte qu'ils rejoignent le statut occidental, entre guillemets, d'un point de vue du confort matériel.
Et je pense que le SARS-CoV-2, le virus, intervient à un très mauvais moment parce que les Chinois étaient dans la phase où non seulement ils avaient rapatrié chez eux la production, mais ils étaient en train de gentiment rapatrier chez eux l'ingénierie. Et beaucoup d'ingénieurs étaient capables de fabriquer en Chine ce qui, historiquement, était fait par des Français, par des Américains, des Allemands. Je rappelle que la meilleure ingénierie au monde aujourd'hui, elle est ni américaine, ni allemande, ni italienne, elle est française. Les Français produisent, d'un point de vue de l'ingénierie, le meilleur avion aujourd'hui, c'est Airbus. Alors, il est fabriqué par un consortium européen, mais l'ingénierie est française pour sa large majorité. Les meilleures centrales nucléaires sont françaises. Les meilleurs lanceurs de satellites sont français. C'est Ariane, le meilleur rapport poids-puissance aujourd'hui. Alors, il y a des sociétés maintenant privées qui commencent à être compétitives, c'est juste. Mais le meilleur train à haute vitesse, il est français. Il n'est pas allemand ou japonais. Les ingénieurs allemands ou japonais sont venus copier. Le point que je veux faire, c'est que si la Chine doit stopper l'importation des cerveaux, donc des ingénieurs dans son pays, du fait qu'elle a un problème aujourd'hui, ça va mettre un méchant coup de ralentisseur à sa propension à vouloir devenir la toute première puissance mondiale. J'ajouterais que, vous savez, les peuples ont les libertés qu'ils méritent, ni plus ni moins. Et à un moment donné, les gens, encore une fois, vous n'allez pas mettre à disposition votre qualité de vie en la détruisant au profit du plus grand nombre parce que c'est dans l'intérêt du plus grand nombre. Si vous êtes forcé d'abandonner une partie de votre qualité de vie, oui, vous allez l'abandonner, c'est une évidence. Eh bien, les populations chinoises doivent aller conquérir les libertés qui leur reviennent. Et même les dirigeants doivent comprendre que le fait de maintenir une population qui représente 20% de l'humanité en esclavage, c'est se tirer une balle dans le pied. Parce que mon enfant, quand je lui expliquais ça alors qu'il n'avait pas encore 10 ans, à savoir que si vous avez une population qui, disons, fait 1000 milliards de produits intérieurs bruts, mais que vous les ponctionnez à hauteur de 60-70%, eh ben, ils vont pas être très motivés. Ils vont pas entreprendre comme des fous. Ils vont plutôt essayer de se faire une petite vie comme ils peuvent au gré du vol institutionnalisé de la valeur de leur travail. Si vous leur dites à un moment donné, bon, ben écoutez, donc ça veut dire que l'État collecterait, disons, on va dire entre 600 milliards. Si vous avez 1000 milliards de produits intérieurs bruts, vous allez prendre entre 600 et 700 pour l'État. Maintenant, admettons qu'on dise non, on cape les montants de prélèvement à environ 30%. Donc, ça veut dire que vous pouvez utiliser cet argent pour votre qualité. Donc, les citoyens peuvent utiliser cet argent pour leur qualité de vie, pour se payer une bonne santé pour ceux qui en ont besoin, pour se payer une nouvelle entreprise, entreprendre, faire de la recherche, etc. En l'espace de 2 générations, votre produit intérieur brut va être multiplié par 4 ou 5, mais c'est plutôt 6 ou 8, hein. Mais c'est minimum 4 ou 5. Donc, vous allez passer de 1000 à 5000 milliards de produits intérieurs bruts. Si vous ne prenez que 30%, vous avez quand même plus que doublé votre chiffre d'affaires en tant qu'État, en tant que gestionnaire, dirigeant de votre population. Donc, ça veut dire que si vous donnez des libertés, et je pense que l'exemple que vous avez donné, Pierrot, est très important, c'est qu'on n'est jamais retourné à l'esclavage. C'est une évidence. À partir du moment où les individus peuvent bénéficier de la valeur de leur travail, ils entreprennent beaucoup plus, beaucoup mieux. Alors, j'ai des gens dans les commentaires ou dans mes rapports avec mes différents contacts, correspondants, qui me disent, oui, mais la volonté, il y a une culture chinoise, c'est le peuple élu, ils veulent être les premiers au monde, conquérir tout le reste. Oui, mais ils le feront beaucoup mieux en étant libres eux-mêmes, parce qu'ils seront beaucoup plus riches, ils auront beaucoup plus innové, ils auront beaucoup plus fait ce qu'on attend d'une population qui représente 20% du peuple, enfin de l'humanité aujourd'hui, c'est une évidence. Donc c'est dans l'intérêt de tout le monde. À partir du moment où les dirigeants chinois auront
évacuer leur inertie de pensée et quelque part, excusez-moi, mais leur totale stupidité. Parce que si mon gamin de 9 ans est capable de comprendre un truc aussi simple, vous n'allez pas me dire que les tops universitaires ne sont pas capables de comprendre qu'en 2 générations, si on libère les peuples, vous allez multiplier par 4 le produit intérieur brut. Je veux dire, c'est une évidence. Si je vous le dis à vous, je vous dis, écoutez, vous préférez travailler, je vous donne la sécurité, tout ce que vous voulez, mais je prends 70% de ce que vous produisez. Et puis, je vous laisse les 30%. Et puis, sinon, je vous donne un autre modèle. Non, je vous laisse 70%, je prends 30% et fais ce que tu as envie de faire. Non, mais qu'est-ce que vous croyez? Il est évident que dans le deuxième modèle où vous pouvez entreprendre, vous avez une meilleure... N'importe qui comprend ça. Même, j'allais dire, les plus dogmatiques. C'est une évidence. Donc, je pense qu'en effet, la Chine aujourd'hui est, je ne sais pas si c'est un colosse au pied d'argile. Je pense qu'ils ont une belle inertie qu'on leur a donnée largement. Je pense qu'en effet, ils sont dans une situation où ils étaient sur le point de prendre le contrôle de nos produits d'un point de vue de l'ingénierie autant que du point de vue de la production. La meilleure preuve, c'est le réseau 5G que Huawei essaye de vendre aux Anglais, aux Français, aux Allemands et à tout le monde. J'espère, mon Dieu, que nos gouvernements n'auront pas la stupidité d'aller de l'avant et auront compris leur leçon à ce niveau-là et développeront les technologies qui leur permettent d'être autonomes, d'avoir une certaine résilience. Maintenant, est-ce que alors, voilà ce que je pense de la Chine. J'ai même des gens qui me disent, alors je ne sais pas s'il faut souscrire à ça, c'est qu'on devrait éviter d'acheter des produits chinois dans les mois qui viennent jusqu'au moment pour forcer le peuple chinois à aller conquérir la liberté qui lui revient. Et si on ne met pas une pression économique sur les produits chinois, eh bien, les populations continueront à être asservies et quelquefois, ils vont même jusqu'à dire que nous-mêmes occidentaux sommes responsables de ce qui arrive au peuple chinois aujourd'hui. Parce que c'est nous qui, indirectement, maintenons le Parti communiste chinois en place et donc l'esclavage, finalement, de 20% de la planète. Merci beaucoup. On voit bien que, d'après tous les deux, vous convergez sur l'idée de dire que la Chine a tout à gagner à libérer les peuples. Néanmoins, Pierrot a insisté sur ce risque orwellien de mise en place du contrôle social qui quelque part, représente une menace, y compris actuellement, hein, qui est une interrogation de pas mal de personnes dans le cadre du Covid, avec l'apparition d'applications qui pourraient, le cas échéant, renforcer ce contrôle social, y compris chez nous. Et puis, vous avez conclu, Pascal, sur cette question de la 5G, qui vous semble, de toute évidence, en tout cas dans ce que vous exprimez, un danger majeur que les pays doivent éviter. Pierrot, vous vouliez ajouter quelque chose peut-être? Non, c'est simplement, oui, simplement. Alors, tout d'abord, deux petites choses très rapides. La première, c'est que bien sûr qu'il y a des éléments culturels qui font que pas tous les pays, pas toutes les nations, pas tous les peuples se développent à la même vitesse, dans la même direction. Ils ne valorisent pas tous les mêmes formes de liberté. Il y a des peuples qui sont plus conservateurs, d'autres qui sont plus libéraux. On a vu en Europe, les gens les plus débrouillards et ceux qui en avaient vraiment assez de vivre en Europe à partir du 16e, 17e siècle et même jusqu'au 20e, sont partis en Amérique. Exact. Alors, il y en a qui ont fait le bon choix, ils sont allés aux États-Unis. D'autres, ils sont tombés. Au début, ça avait l'air bien, l'Argentine, mais bon, c'est devenu un peu plus compliqué. Mais enfin, l'Australie, c'est le même exemple pour l'Angleterre. Donc, il y a effectivement des dynamiques culturelles. Je suis certain que les Chinois, d'ailleurs, on voit la différence entre les Chinois de Hong Kong, qui ont vécu un siècle dans le monde anglais, avec le libre marché mercantiliste à l'anglaise, très capitaliste du 19e siècle, peut-être le seul moment où le capitalisme a existé dans le monde, parce que je ne vois pas de capitalisme aujourd'hui dans le monde. Personnellement, je vois autre chose, mais pas de capitalisme. Bref, le libéralisme au sens économique, il s'est développé à Hong Kong. Donc, il y a une différence culturelle entre les Hongkongais et les gens de Canton et Shenzhen juste à côté. Donc, il y a des éléments culturels. D'ailleurs, Confucius, si je me souviens bien, disait dans un de ses traités que pour qu'un empire, pour que l'empereur soit riche, il faut que les paysans soient riches. Mais bien sûr. Pas dans le sens de ce qu'elle disait. Mais bien sûr. Et donc, on pourrait imaginer que dans la culture chinoise, il y a cette idée de... Alors, les Chinois sont très nationalistes, ils sont encore dans cette phase nationaliste et tout.
Après, ce que je voulais simplement ajouter sur ces dystopies possibles, c'est que malheureusement, tout ne va pas toujours le mieux dans le meilleur des mondes possibles, comme disait Pangloss dans Candide de Voltaire. Et il arrive parfois que des nations font des erreurs. Par exemple, je vais prendre un sujet, mais une minute, extrêmement controversé, mais l'Allemagne dans les années 30 avait des vrais problèmes. Mais ils ont fait un choix dans les 3 années à partir des années 30. Ce choix, les Allemands l'ont plébiscité, vraiment. Il y avait vraiment une majorité des Allemands qui étaient très contents en 1938. Ils ont eu plus de chômage, le pays était florissant, mais il était en ruine aussi économique. Ça, on nous le dit rarement, mais en 1939, l'Allemagne était ruinée. Bon, moi, mon grand-père, il a fini en prison en Allemagne en 1943, dans des camps de prisonniers. Il m'a raconté un peu son histoire. Je sors son roman, le roman un petit peu romancé de son histoire dans quelques jours. Et lorsqu'il me racontait, parce qu'il parlait allemand, il me racontait ce que les Allemands lui disaient, parce qu'ils pouvaient aller, c'était très bizarre en 1944-45, les prisonniers allaient chercher des petits boulots dans les fermes, dans les trucs, parce qu'il fallait bien que l'économie tourne. Donc, ils utilisaient les prisonniers dans des usines. Lui, il travaillait dans les usines Audi de Zwickau, dans l'est de l'Allemagne. Enfin, bref, peu importe. Mais il me disait que les Allemands, ils regrettaient tout d'un coup leur choix des années 30, parce que leur ville était aplatie par les bombes américaines. Ils savaient qu'ils allaient avoir les Russes bientôt qui allaient leur demander des comptes. Et là, tout d'un coup, ça avait l'air d'être. Les changements des années 30 n'avaient plus l'air du tout d'être une bonne idée. Donc, ce que je veux dire, c'est que parfois, des États, des nations, des peuples font des choix et ça ne va pas pour le meilleur. Mais enfin, l'Allemagne s'est relevée et c'est devenu un pays florissant avec de la liberté. Aujourd'hui, on vit bien, etc. Pas toujours voilà. Mais enfin, c'est un pays où il fait meilleur vivre qu'en 1920 ou 1930. Peut-être pas aussi bien qu'en 1910, mais enfin, c'est bien l'Allemagne. Et donc ce que je veux dire, c'est que le pire n'est pas forcément ce qui va arriver, mais il faut être très attentif et il faut taper sur la table quand on va nous dire, par exemple, le fait que, on va prendre l'exemple de l'Allemagne et de la Suisse, et de la France, pardon. En Allemagne, si vous voulez sortir, vous pouvez sortir aujourd'hui. On ne va pas commencer à vous demander des autorisations, des papiers, alors qu'en France, de ce que je vois, on doit imprimer, vous corrigerez si je me trompe, mais on doit imprimer en fait une sorte de papier où on explique. Mais semblerait-il, il n'y en a pas qu'un seul de papier. Il y a toute une gamme de papiers. Parce que forcément, le ministère a dû imaginer 50 cas possibles, 500 cas possibles peut-être. Est-ce que je prends l'avion Et pourquoi je peux vous répondre. En fait, là, je peux répondre là-dessus. Il y a 2 papiers différents. L'un qui est le papier standard pour sortir, sur lequel vous avez quelques cases, donc selon la situation. Et puis, il y a le papier pour se déplacer à titre professionnel. Donc, en fait, il y en a 2. Alors, le point suivant que je souhaitais évoquer avec tous les deux, aujourd'hui, dans l'élaboration des réglementations, on a notamment au niveau de l'Union européenne, à Bruxelles, un grand nombre de lobbyistes qui existent, mais qui sont présents un peu partout. Quel est votre point de vue? Quel est déjà votre point de vue sur le rôle des grandes firmes internationales dans l'élaboration des réglementations? Est-ce que vous avez éventuellement des éléments tangibles à apporter à ceux qui nous écoutent là-dessus? Je crois que Pascal avait peut-être quelques exemples à nous donner. On va peut-être commencer avec vous, Pascal. Donc, sur effectivement la façon dont les choses se passent, sachant que le but, c'est déjà de décrire les faits pour ensuite réfléchir aux solutions, bien entendu. Écoutez, moi, je vais commencer par un exemple dont j'ai déjà parlé une fois dans une de mes vidéos, mais je ne peux pas m'empêcher de le faire. Je vais, il y a quelques mois, 1 année et demie, voir un de mes copains, enfin, j'étais à New York. Et puis, je vais voir un de mes copains qui est avocat, qui a une énorme étude d'avocat avec je ne sais pas combien de dizaines de collaborateurs. Et puis, j'arrive 5e ou 6e avenue, et puis on me fait monter au 73e ou je ne sais pas combienième étage là, dans ces magnifiques buildings de Manhattan. Et puis, une charmante collaboratrice me fait passer à l'intérieur d'un salon où je l'attends. Puis, je suis dans un salon où il y a
c'est une sorte de salle d'attente, si vous voulez, mais c'est un salon qui doit faire 12 ou 15 mètres de long, avec une baie vitrée sur Manhattan du sol au plafond et avec des gros fauteuils en cuir, très cossus, une grosse moquette, etc. Et le côté opposé à la baie vitrée, c'est une bibliothèque. Une bibliothèque avec des livres reliés, tous identiques les uns aux autres, mais donc sur 12 à 15 mètres de long, 3,50 mètres de haut. D'accord? C'est ce type d'immeuble et de gratte-ciel. Puis j'ai mon copain qui arrive, hey Bob, salut, comment tu es? Hey Pascal, salut, machin, etc. Puis j'ai dit, qu'est-ce que c'est là ta bibliothèque? Là, c'est superbe ici. Il me dit, ça c'est Pascal, c'est mon gagne-pain. Et puis je lui dis, oui, mais comment ton gagne-pain? Qu'est-ce que tu racontes? Il dit, it's my source of business. Et puis, it's my best source of business. Et je me souviens, il m'explique que c'est la jurisprudence des États-Unis. Donc, c'est ce qu'il utilise au jour le jour pour faire durer une procédure tant que des gens peuvent payer pour la procédure en question. Donc, c'est jamais celui qui a raison ou qui, d'un point de vue éthique, a raison qui gagne la procédure, c'est celui qui peut la payer le plus longtemps. Et c'est tout à fait dans l'intérêt des parasites qui gravitent autour de la justice, entre guillemets, puisque eux, ils se font payer des honoraires. Donc, c'est absolument fabuleux. Donc, je commence par ça. C'est juste pour vous illustrer que là, le cadre légal n'est pas en adéquation avec ce dont ont besoin les êtres humains pour échanger des idées, des biens, des services. Un de mes amis juges, il y a 2-3 ans, j'étais dans une course cycliste et puis j'ai un copain juge qui fait du vélo avec moi, qui est d'ailleurs, comme je le dis, plus fort que moi, qui est très bien. Et je lui dis, mon cher, il y a une chose qui est claire, c'est que notre cadre légal, s'il était appliqué à la lettre, mettrait sous les verrous entre 85 et 95% de la population. Il me dit, mais qu'est-ce que tu racontes, Pascal? Pas du tout. Mais je lui dis, bien sûr, mon cher. D'après toi, en Suisse, on pratique un don du sang pendant les écoles de recrues. Je rappelle qu'en Suisse, tous les citoyens mâles font une école de recrues, que ce soit dans le service civil ou le service militaire. Et ils ont 4 mois à donner à la nation. Et on fait un prélèvement du sang, un don du sang, et tout le monde le fait. Toutes les recrues le font. Donc, c'est un échantillonnage qui correspond, on va dire, à 99% de la population suisse, ou à peu près. Et je lui demande quel est le pourcentage. Ils ont fait un dépistage à l'aveugle pour savoir quel était le pourcentage des recrues en Suisse, dans un pays, voilà, qui avaient consommé une substance illicite dans les 6 jours qui précédaient la donation du sang. Puis il me regarde, je ne sais pas, si tu lui parles comme ça doit être 20, 25. Puis je lui dis, eh bien, mon cher, c'est là que tu es complètement déconnecté de la réalité, c'est 88%. 88% dans un État comme la Suisse, qui est considéré comme un exemple de démocratie, très civique, des lois, tout ce que vous voulez. Mais oui, ok, très bien. Ils font bien du fromage, du chocolat et des petites montres qui font tic-tac, tic-tac. Oui, mais 88% dans un dépostage à l'aveugle ont consommé des substances illicites qui, si vous les possédez, si vous en faites le commerce, vous envoient en prison. Donc, aujourd'hui, notre cadre légal, c'est de nouveau cette complexionnite dont je parle régulièrement, n'est pas du tout en adéquation avec ce que vivent les êtres humains au jour le jour. Ça va bien au-delà. Il y a quelques années, il y a eu l'effondrement d'un barrage au Brésil, me semble-t-il. Il me semble que c'était au Brésil. Non, c'était pas au Venezuela. J'ai pas mis source avec moi, juste à côté de moi. Et ça a emmené toute la vallée. Il y a eu je crois, quelques milliers de morts, mais c'était pas trop méchant au niveau des morts. Par contre, au niveau de la pollution que ça a déterminé, ça veut dire qu'il n'y a plus un arthropode, donc un insecte, il n'y a plus une grenouille, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de flore possible pendant, je ne sais pas, des centaines d'années vraisemblablement. Ou des dizaines peut-être, je n'ai pas les chiffres devant moi encore une fois. Eh bien, la société qui avait son siège en Suisse, bien entendu, a trouvé les moyens légaux de contourner ses obligations à travers la procédure du cadre légal. Donc, ça n'a rien d'éthique. Les gens ont dû émigrer de leur vallée par dizaines de milliers
parce qu'ils peuvent plus vivre là. Il n'y aura plus jamais une tomate qui poussera, il n'y aura plus jamais une pomme de terre ou un oignon qui pourra pousser dans cette vallée dans les décennies qui viennent. Eh bien, ils ont reçu comme compensation quelque chose comme l'équivalent de 150 euros par personne ou 200 euros par personne. Pourquoi? Parce que le cadre légal suisse, les procédures ont fait en sorte de pouvoir démontrer que la société avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour faire les choses correctement. Donc, vous êtes en train de me dire, est-ce que les lobbies ou est-ce que les grandes sociétés ont véritablement un impact sur l'évolution des lois? Ben, vous avez déjà répondu à cette question. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'en Suisse viennent se domicilier tous les plus grands truands quelque part de la planète, que les gens les plus corrompus tout au moins? Si on pense au Comité international olympique, si on pense à la FIFA ou à l'UEFA, mais est-ce que vous vous rendez compte du niveau de corruption? Si ces gens-là étaient en France, ils seraient vraisemblablement tous en prison. S'ils étaient aux États-Unis, la même chose. En Italie, la même chose. Non, en Suisse, ben, ça dépend combien ça rapporte. Écoutez, on va s'arranger, on va faire une petite augmentation de la fiscalité, vous allez nous donner un peu plus, et puis ben, notre cadre légal, vous savez, il y a une procédure, une jurisprudence qui dit que, donc vous êtes en sécurité. Et puis comme la Suisse est quand même un pays qui est relativement puissant à son échelle, parce que c'est pas pour rien que l'armée israélienne a copié le modèle militaire suisse, et c'est une des armées les plus efficaces de la planète. En Suisse, nous sommes tous des citoyens soldats. Les Suisses sont armés jusqu'aux dents, soyons clairs. Et la démocratie suisse, ou plutôt la liberté conquise en 1291 pour les 3 cantons primitifs, ça ne s'est pas fait dans le bonheur et la béatitude, ça s'est fait dans les combats les plus sanglants qu'on puisse imaginer. Donc, le Suisse, c'est un supra-guerrier, c'est un effroyable guerrier. C'est pour ça que les rois de France se sont toujours entourés de mercenaires suisses. Le pape est entouré de mercenaires suisses aujourd'hui encore. Parce que moi, j'en connais, j'étais en contact avec un pas plus tard qu'aujourd'hui. J'ai travaillé avec lui. C'est des bêtes de combat, ces mecs-là. Sous leurs petits habits de clown et tout ce que vous voulez, c'est des mecs qui sont entraînés, mais vous pouvez même pas imaginer comment. Pour pouvoir faire partie des gardes papaux, des gardes suisses, vous devez être militaire de carrière. Vous devez avoir fait les écoles militaires les plus dures où les gars, je vous donne un exemple, ils n'ont pas le droit de marcher pendant 4 mois. 4 mois. Donc, soit ils courent, soit ils sont arrêtés, mais ils n'ont pas le droit de marcher. Donc, ça vous donne le type d'entraînement. Et l'armée suisse, c'est ça. Donc, ce que je dis simplement, pour en revenir au fait que, d'un côté, ça, c'est très joli, c'est très sympa, on aime bien, ça défend des libertés. Oui, mais d'un autre côté, ça défend les libertés de qui? Des lobbies qui vont influencer le cadre légal. Et ça se passe de l'intérieur comme ça se passe de l'extérieur. Et j'ai des exemples. Moi, j'ai travaillé dans le domaine financier. Donc, évidemment que j'ai travaillé indirectement dans beaucoup de branches différentes pendant pas loin de 20 ans de ma vie. Donc, j'ai été exposé à l'agroalimentaire, bien sûr, et pas seulement à travers les ananas, mais j'ai été exposé à la pharmaceutique, à l'horlogerie, enfin, à tout ce qui fait, quelque part, la beauté industrielle de notre pays. Donc, je vois bien de quelle façon est-ce qu'en effet, les grands groupes vont influencer le cadre légal. Le plus affreux exemple que j'ai eu à donner ces derniers temps, c'était l'exemple des diabétiques qui ont été mis en danger de mort par les lobbies de l'industrie pharmaceutique suisse qui ont demandé à l'État suisse d'interdire que des diabétiques puissent downloader, quand ils avaient une IP adresse, donc une adresse IP suisse, les applications qui les mettaient en sécurité pour pouvoir tester leur glycémie. Ils avaient accès à toutes les autres applications sur le App Store ou le Google Play Store, etc., etc. Mais la seule application qui était validée, etc., n'avait pas le droit d'être installée sur quelque téléphone, smartphone que ce soit. Toutes les autres, tout le junk application, ils avaient le droit, mais le gouvernement a fait en sorte, sur les recommandations de l'industrie pharmaceutique, d'interdire. Donc, ils ont dû produire un décret. Ça se fait pas comme ça, n'importe comment. Non, il faut le faire par décret ou je sais pas comment ça fonctionne d'un point de vue administratif, ça m'intéresse pas. Mais le fait est que c'est comme ça. Donc, même ce qui concerne la santé des individus est mis au second plan par rapport aux intérêts financiers. Vous me demandez si les sociétés ont un impact sur le cadre légal? Jean-Pascal, vous avez les réponses devant vous. Juste pour nous préciser, pour préciser ce point, justement,
Oui. que vous venez d'écrire à l'instant. Est-ce que vous pouvez préciser justement en quoi le fait que les diabétiques puissent mesurer leur glycémie avec un téléphone portable était un problème pour les sociétés pharmaceutiques? Tout simplement parce que l'industrie pharmaceutique est très importante en Suisse. On a Novartis, Roche, Sandoz, Ciba, tout ce que vous voulez. Enfin, je veux dire, c'est une industrie qui est colossale. Je crois d'ailleurs même que le numéro 1 de production de respirateurs est à Coire, en Suisse, donc au niveau mondial. Donc, c'est une industrie à très, très haute valeur ajoutée. Donc, c'est une industrie typique pour les Suisses, parce que les Suisses, non, comme on n'a pas de minerais, on a du sel. À part le sel, on n'a rien. Mais rien, rien. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est importer des matériaux, les transformer, leur donner une énorme valeur ajoutée de par l'utilisation future et le vendre à l'extérieur. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'avaient pas investi. En fait, l'idée, c'est d'avoir un patch que vous pouvez vous coller et qui vous donne votre glycémie en continu. Et vous utilisez un téléphone portable et vous mettez sur votre patch et puis hop, ça vous donne votre glycémie. Donc, ça veut dire que pour les diabétiques, c'est une révolution parce que plutôt que de devoir se piquer le bout du doigt, faire couler du sang, mettre sur une languette, machin, ceci, cela, c'est désagréable. Vous devez le faire 5, 6, 7 fois par jour pour un diabétique normal. Eh bien là, vous prenez le machin, tac, vous le mettez, vous avez votre glycémie. Oui, mais comme c'est une société américaine, je ne vais pas citer le nom quand même, qui a produit et qui a recherché ça, qui a mis des années et des années à mettre au point cette technologie. Et puis évidemment, au moment où ils ont commencé à la commercialiser, ils l'ont bien vendue, ça a été une traînée de poudre parce que pour un diabétique, s'il peut se contrôler de cette façon, il va diminuer sa glycémie moyenne, il aura une hémoglobine glyquée, donc une glycémie moyenne qui sera ramenée à des valeurs compatibles avec votre survie sur le plus long terme. Donc, tous les diabétiques qui peuvent se le permettre, ils se sont jetés sur ces patchs. Oui, mais alors, ils devaient utiliser une sorte de petit appareil livré avec les patchs, qui est un truc pas très pratique, voilà, plutôt que de pouvoir sortir dans la rue avec leur téléphone, toc, merci, j'ai ma glycémie, je sais ce qui se passe. Je mange avec des collègues à midi, hop, je prends mon téléphone, je le mets, voilà, je suis à tant de glycémie, je mets tant d'insuline. Et donc, si vous voulez, et le pire de tout ça, c'est que les applications qui étaient de mauvaise qualité, si vous prenez admettons, vous avez un patch, vous prenez votre glycémie, puis vous êtes en train de dire, je suis à 18 ou 20 ou 25 de glycémie, alors qu'en fait, vous avez une glycémie normale à 4 ou 5. Si vous injectez la dose d'insuline qui correspond à ce que le téléphone vient de vous donner parce que vous utilisez une application de mauvaise qualité, vous allez vous décérébrer, rien moins. Parce que si je vous balance une dose d'insuline, je ne sais pas en unité combien ça fait, mais qui correspond à une glycémie à 20 alors que vous êtes à 4 tout à fait normalement, eh bien vous allez faire chuter votre taux de glucose à zéro dans l'heure qui suit. Et je vous rappelle qu'un taux de glucose à 0,0 pour votre cerveau, c'est comme si je vous mets la tête sous l'eau. C'est-à-dire que vous n'avez plus d'oxydation, enfin le cerveau s'arrête. Donc, ça veut dire que vous tuez le cerveau des individus. Les individus vont continuer à fonctionner, ils auront le cœur qui vont battre, tout ça, ils sont encore vivants. Oui, mais le cerveau est légumisé. C'est comme si vous aviez plus de cerveau du tout, terminé. Donc, ça veut dire que même la santé… Alors, ce n'est pas les politiques qui ont décidé ça, mais ils sont conseillés par des gens dont ils se foutent totalement de la santé. Le seul intérêt, c'est de préserver le fait de pouvoir continuer éventuellement à vendre les petites languettes qui permettent de faire la glycémie parce qu'eux, ils produisaient que ça à l'époque. Ils ne produisaient pas les autres appareils. Donc, ils ont juste protégé leur marché. Alors, ils vont venir vous… Oui, est-ce que, Pierrot, vous avez, dans vos activités professionnelles, été amené aussi à rencontrer des situations comparables et que dont vous pourriez nous parler? Alors, lorsque Pascal parlait tout à l'heure, j'avais envie de dire Jean Ziegler sort de ce corps. Ah ouais, c'est ça. Mais il a tout à fait raison. Alors, oui, moi il m'est arrivé de travailler chez Volkswagen. Alors, je peux vous dire que le lobby, ça existe. Ouais. Mon père a travaillé dans les années 90 chez AT&T. Leur budget était de 4 milliards de dollars, rien que pour le lobbying à Washington. Bien sûr. Et il me disait qu'en fait, voilà, l'achat d'un politicien, qui n'est même pas très cher,
c'est le meilleur investissement qu'on peut faire. Parce que, alors, il ne le faisait pas lui, mais il voyait les départements américains qui le faisaient, évidemment. Parce que c'était une entreprise essentiellement américaine. J'ai travaillé en Afrique. Le lobbying des entreprises et des États sur les États africains, il n'y a que ça. C'est Bien sûr. que ça. La Banque mondiale, le Fonds monétaire international, c'est du lobbying, c'est de la torsion de bras ou de la négociation musclée sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Alors, quand c'est des lois, voilà, vous avez mentionné cette anecdote très intéressante sur ce patch. Ouais. Ça a effectivement l'impact sur la vie de personnes en Suisse. Lorsque c'est des États en Afrique qui font du lobbying très lourd, voire qui assassinent, je pense à l'ancien président du Burkina, qui est un pays que j'aime beaucoup, dans lequel j'ai travaillé, forcément, ça a des conséquences gigantesques, parfois des guerres et des morts. Donc oui, le lobbying, les lois, on ne doit pas oublier que l'État, c'est un instrument de force, c'est un instrument de violence. Oui. C'est un instrument d'essayer de ne pas payer vos impôts. Vous allez vite comprendre la violence de l'État. C'est la violence légale, exactement. Et donc, il ne faut pas oublier que l'État, c'est une bête puissante. C'est le plus froid des monstres froids, je crois, disait Nietzsche. Et donc, il faut le maîtriser. Et pour le maîtriser, il faut d'abord faire en sorte qu'il reste petit. Je ne dis pas qu'il ne doit pas être stratège. Je ne dis pas qu'il ne doit pas être efficient. Mais il doit être petit. Il doit être tenu sous contrôle, et le moyen de tenir sous contrôle, c'est ce qu'avaient pensé les révolutionnaires français, c'est ce qu'ont pensé les Suisses lorsqu'ils ont créé la Constitution de 1849, etc., etc. C'est que l'État, il est maintenu sous contrôle par les citoyens armés. Et les États-Unis ont basé leur Constitution sur le premier droit. Exact. Le premier dans le préambule de la Constitution américaine, article 1, liberté d'expression. Article 2, liberté d'être armé. Exact. Et on n'est pas armé pour se défendre contre le cambrioleur. Ça tombe sous le sens que celui qui rentre chez vous, vous le neutralisez. Hein. Ça, c'est le terme légal. Mais on est armé pour aller abattre le tyran. Ouais. Parce que le citoyen soldat, ça nous ramène à Rome, et surtout, ça nous ramène à la Grèce antique, parce que la démocratie, telle qu'elle est conçue en réalité par les Grecs, ne peut exister et ne peut être exercée que par le citoyen soldat. L'équilibre. Qui est garant de sa liberté. De l'équilibre des forces. Parce qu'il peut défendre la cité. Bien sûr. Et donc, lorsque le tyran exagère, eh bien, les hommes, les citoyens en armes, qui sont l'armée et qui sont la police, forcément, et qui ne sont pas à la solde de l'État, c'est leur responsabilité de faire la police, c'est leur responsabilité de défendre les frontières du pays, alors plus ou moins professionnels, on est d'accord, plus ou moins avec des matériaux modernes. Mais on va aller déglinguer le tyran, on le prend par les oreilles, et on fait ce que faisaient les Grecs, on l'ostracise, on lui dit, toi, t'es banni, tu ne reviens plus, on ne veut plus te voir dans la cité, ou on t'interdit on ne t'autorise plus à te présenter et à venir faire tes manigances dehors. Mais on est très très loin de ça. Et c'est bien pour ça que la démocratie ne marche plus. Parce que, vous savez, dans un pays où les gens sont armés, on se parle extrêmement poliment. Et donc, mais ça demande évidemment, il n'y a rien sans rien, c'est qu'on n'est pas des cow-boys, enfin, et encore, je suis méchant pour les cow-boys là, mais on est extrêmement responsable. Oui. Ça, c'est le pendant, c'est qu'on ne fait pas n'importe quoi avec nos armes, et ça va ensemble. Alors, je mentionnais la France de la Révolution à dessein, parce qu'aujourd'hui, en France, il y a, comme dans certaines cultures, il y a cette approche anti-armes, non, seul l'État doit être armé, oui, comme en Allemagne nazie, comme chez les Soviétiques. Au moment de la Révolution française, on avait d'ailleurs proposé, je crois, dans la Constituante, on devait dire, ça devait être mis dans la Constitution que les citoyens étaient autorisés à porter des armes. Ils devaient être armés. Et puis ils ont dit non, mais c'est une évidence, c'est tellement une évidence que je crois que ça a été, finalement, ils ont considéré que ça ne valait pas la peine d'être mis. Après, où est-ce qu'ils avaient déjà prévu le coup? Mais enfin, c'est un élément responsabilisant. Alors, pour revenir au lobbying et à l'influence des entreprises sur les lois, là aussi,
c'est que si l'État est capable d'imposer par la force toutes sortes de réglementations et de lois, ben forcément que les entreprises, entre je vais aller chercher des nouveaux clients avec de l'innovation, des nouveaux produits, et je dois me battre contre une concurrence rude et difficile, ou je dépense un peu d'argent et j'achète un politicien pour qu'il me passe des lois, bah, dès qu'une entreprise a une certaine taille, elle commence à budgétiser pour, et puis c'est rentable et ça lui fait des profits, et donc elle va continuer, voire même pire. Elle va encourager l'État à devenir encore plus grand. Elle va faire du lobbying pour faciliter les campagnes des politiciens, et des lois qui iront dans le sens de l'intégration à des structures supranationales qu'on va encore plus facilement pouvoir corrompre. Je ne vais même pas rentrer dans le sujet de la corruption de l'Union européenne parce que c'est vraiment la foire de cocagne. Et donc après, on finit dans un léviathan, dans un machin énorme, ingérable. Et le citoyen, il se sent désarmé, littéralement en plus. Il voit ce machin, il se dit mais qu'est-ce que je peux faire? Et donc il attend. Justement, c'est toute la. Il attend l'effondrement du modèle, comme l'Union soviétique qui s'est effondrée, pour pouvoir enfin retrouver ses libertés. Mais peut-être que c'est qu'en France, typiquement, la question se pose, et c'est vrai que vous l'avez souligné à juste titre, c'est quelque chose. La notion d'armement, c'est quelque chose qui est sorti aujourd'hui de la culture des citoyens français. Depuis 1936. Comment? Depuis 1936, le Front populaire, confiscation des armes. Alors, il y a toujours quelques chasseurs en France, mais bien sûr, bien sûr. Est-ce que aujourd'hui, j'aimerais aussi avoir l'avis de Pascal de Pascal Borel sur la question. Est-ce que vous verriez, on arrive au terme de nos échanges, et donc la dernière question qu'on va aborder avec tous les deux, c'est est-ce que vous verriez des possibilités pour que les citoyens puissent se réapproprier le pouvoir, notamment pour que la notion d'intérêt général soit davantage mise en avant? Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble jouable et encore une fois, dans un pays typiquement comme la France, aujourd'hui, dans les conditions quasiment actuelles, verriez-vous des possibilités? Alors, écoutez, je vais commencer d'abord par dire une chose, c'est que j'ai un de mes amis qui est rédacteur en chef d'une grande publication à Londres. Et puis, je discutais avec lui l'autre jour, et puis, non, c'est pas l'autre jour, c'est comme pendant la crise des Gilets jaunes, excusez-moi. Et puis, il me dit, Pascal, you know, where France goes, Europe follows. Et ça veut dire, là où va la France, l'Europe suit. Parce que d'un point de vue idéologique, d'un point de vue, j'allais dire, de l'intelligence des cerveaux qui sont capables de tout d'un coup comprendre une situation et faire évoluer les choses. Si ça vient pas de la France, ça viendra en tout cas pas de l'Allemagne, ça c'est sûr, ça viendra pas des pays nordiques, ça viendra même peut-être pas de l'Italie, qui sont pourtant assez effusifs dans leur façon de communiquer les uns avec les autres. Non, ça viendra de la France. C'est une évidence. Il y a une tradition révolutionnaire en France qui doit être mise à profit, pas pour aller couper des têtes, mais pour suggérer les amendements constitutionnels absolument indispensables. Et je pense que vous dites, vous réappropriez le pouvoir. Aujourd'hui, les systèmes politiques, la République française s'est arrangée pour que le peuple français n'ait le pouvoir qu'une journée tous les 5 ans. Et c'était tous les 7 ans finalement à l'époque. Aujourd'hui, je crois que le problème aussi, c'est que vous avez cette méthode d'élection présidentielle en 2 tours, ce qui permet de manipuler la totalité du système relativement facilement. Puisqu'il suffit d'avoir un candidat comme Le Pen d'un côté et n'importe quel guignol de l'autre, et on sait que c'est le n'importe quel guignol qui va passer. Parce que on peut pas faire autrement, on peut pas aujourd'hui. Alors, je parle pas de Marine Le Pen, elle je la connais moins, mais un Jean-Marie Le Pen, c'était pas viable, c'était pas possible. Donc quand on a un Chirac qui se fait élire avec un score fleuve, je me souviens plus, à 75% ou un truc comme ça, j'ai plus en tête, 82, désolé. 82. Bon, oui, voilà, 82%, vous imaginez bien, ça montre à quel point le système est biaisé. C'est n'importe quoi. Donc aujourd'hui, je pense que les amendements constitutionnels dont vous avez besoin, c'est d'abord, le droit de référendum. Le droit de référendum, mais ça ne veut pas dire mettre des barricades sur les autoroutes, ça ne veut pas dire mettre tout ça.
Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire exiger, récolter la signature de 20 millions de personnes et amener ça à l'Élysée pour leur dire, messieurs, nous voulons un référendum. Voilà comment ça va se passer et imposer à ces gens-là des règles administratives de l'État qui soient plus proches de celles qu'ils imposent par leur cadre légal aux entreprises. Et si vous faites quelque chose comme ça, ben vous êtes déjà dans la bonne voie. Mais il faut s'unir, c'est pas dans l'insulte, le mépris, le dédain, la dévalorisation du travail de l'autre, je parle du politique, que vous allez réussir quoi que ce soit. C'est en valorisant chacun et en faisant en sorte d'aller imposer ces réformes constitutionnelles. Pascal, je trouve votre réflexion extrêmement constructive. Si je m'en tiens à ce que je sais de votre Constitution fédérale, oui. 100 000 citoyens et citoyennes sont en capacité donc à proposer la révision totale de la Constitution en Suisse. Exact. Et cette proposition est soumise au vote du peuple. Oui. En France, proportionnellement, ça représenterait 800 000 citoyens. Il se trouve que pour le référendum, pour la privatisation qui devait évoquer cette question-là, de la privatisation ou pas des aéroports de Paris, 1 million de signatures ont été récoltées. Donc c'est vrai qu'on voit bien qu'en termes de proportion, il y a quelque chose à faire. Et c'est vrai qu'on est peut-être en capacité, voilà, en France, à mobiliser un certain nombre de gens. On voit en même temps que malgré tout, malgré un sujet qui était quand même assez polémique, nous ne sommes pas parvenus en France à mobiliser plus qu'1 million de citoyens. C'est vrai que peut-être que les choses bougeront dans les mois et les années qui vont venir, en fonction de la situation de crise ou pas. J'aimerais avoir également l'avis de Piero San Giorgio sur le sujet. Donc, dans le cadre d'une évolution qui serait une évolution, je dirais, douce, qu'est-ce qu'on pourrait recommander? Qu'est-ce que l'exemple suisse peut nous inspirer pour effectivement améliorer le contrôle par le peuple, finalement, des décisions qui sont prises au niveau de l'État? Alors, tout d'abord, je suis toujours très emprunté quand on me demande mon avis sur l'aspect politique d'autres pays, parce que je ne suis citoyen que de mon pays, la Suisse. Et donc, je suis toujours un peu emprunté par rapport à ça. Mais je vais quand même, pour le jeu de l'exercice, je vais quand même le faire avec peut-être plus de provocation et moins de consensus. Tout d'abord, je dirais prendre le pouvoir, mais en fait, il faudrait qu'il n'y ait pas de pouvoir. Il faudrait qu'il y ait de moins en moins de pouvoir. Donc, prendre le pouvoir et… D'abord, je ne crois pas que dans la plupart des pays, on puisse prendre le pouvoir de manière démocratique. C'est trop tard. Je crains que ça va aller par des processus. Vous parliez effectivement du processus révolutionnaire en France. Pour être plus précis, je crois que la France est un pays, non pas de révolution, mais un pays de guerre civile, historiquement. La révolution n'est qu'un déclencheur de ce qui a été une grosse boucherie, une guerre civile assez violente. Hein. La guerre civile. Alors, je ne vais pas me planter de nouveau sur les chiffres, mais je crois que c'est 750 000 la Vendée. Si on pourrait rajouter les massacres qu'il y a eu à Marseille, à Lyon, ça a été… la terreur, ça portait bien son nom. Tout ça pour en revenir au même modèle où en fait aujourd'hui on a de nouveau une aristocratie qui a des fermages, c'est des entreprises qui ont des droits de poser des compteurs, des machins, le clergé qui détermine ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on n'a pas le droit de dire, et le tiers état qui est juste bon à payer des impôts pour autant qu'il ait encore du travail. Donc ouais, je suis pas certain que la démocratie est le moyen d'obtenir le pouvoir, et parce que je crois que on a le problème du mauvais bout. Il faut qu'il n'y ait pas de pouvoir. Il faut qu'il y en ait très peu. Et bon, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est même l'approche démocratique, quand bien même on y croit, et tout ce qu'a dit Pascal tout à l'heure sur le référendum, le droit d'initiative, toutes les choses qu'on connaît en Suisse, même en Suisse, elles commencent à ne plus fonctionner parce qu'en fait, l'opinion de la population est difficile à se faire sur tous les objets de loi, et donc l'opinion est façonnée par des campagnes de publicité qui demandent de l'argent et qui sont financées par ceux qui financent les politiques ou les partis ou les politiciens. Alors certes, en Suisse, nous avons encore cette opportunité de ne pas signer un chèque en blanc à un politicien qu'on va élire chaque 5 ans,
on a ensuite la possibilité de dire ah non non non, on t'a pas élu pour cette loi, donc maintenant on va te la bouger. Mais on a vu ces dernières années où même des initiatives populaires amenées au référendum, soit ont amené des décisions malgré tout difficiles Ouais. pour la minorité qui a perdu. Donc c'est pas parce qu'on est une majorité qu'on a raison, hein. Parce que sinon ça s'appelle un lynchage. Le lynchage aussi, c'est une majorité de gens qui tuent quelqu'un. Donc faut faire très attention avec la démocratie, et c'est pour ça qu'en fait, juridiquement, on a une constitution. On a une constitution qui donne un cadre à ce qui est possible de faire. Et donc même je trouve que le changement d'une constitution est une grosse aberration philosophique. C'est-à-dire qu'une constitution, ça doit être quelque chose de très simple. Ça doit être une feuille de papier, pas un bouquin de 300 pages. Ça doit être quelque chose de très, très simple, sans qu'on n'ajoute pas sans arrêt. Donc, ça doit être fait par des génies. Il y en a eu des excellentes dans l'histoire des constitutions. Et donc, je crois que cette approche le vrai travail, c'est de définir quelle est la constitution d'un pays. Et donc, en amont, qui sont les gens qui doivent définir cette constitution? Et pour moi, ce n'est pas un processus démocratique. Parce qu'il y a des gens qui savent, il y a des gens qui ne savent pas. Et à un moment, le lobby, et souvent les démocraties, elles s'effondrent. Il y a un homme fort qui vient, il remet en selle le pays, parfois pour le pire, mais parfois pour le meilleur. Pour le meilleur, je prends l'exemple du Bourguiba en Tunisie, par exemple, ou Atatürk en Turquie. Controversé, personnage controversé, certes, les deux, mais à un moment, c'est des fondateurs de nations qui, pendant longtemps, fonctionnent, et peut-être qu'aujourd'hui, il est nécessaire de refonder les choses. C'est des cycles, hein, ça fonctionne en cycle. Vous savez, les temps difficiles font des hommes rudes. Les hommes rudes remettent les situations en place, donc ça crée de la prospérité. La prospérité, ça fait des gens faibles. Les gens faibles foutent le bordel et ça crée des effondrements qui amènent des temps difficiles. Donc il y a un peu ce cycle, c'est le concept de force turning qui avait été, comment il s'appelle, l'auteur américain qui a sorti un livre là-dessus, très, très intéressant. Et en gros, ces processus durent à peu près un siècle. Et il y a des civilisations qui arrivent à se renouveler, la Chine, l'Égypte ancien. Rome, pendant longtemps, a tenu, Constantinople, vous l'aviez mentionné. D'autres s'effondrent et c'est le désastre et on est obligé de prostituer nos filles pour avoir de l'argent. Enfin, et puis ensuite, ça redémarre. Regardez la Russie, ça a enfin reparti vers quelque chose de bien. Et malgré la désinformation qu'on a en Occident sur la Russie, moi j'y travaille souvent et c'est un pays extraordinairement efficace et qui marche bien et les gens se sentent bien et sont prospères. Il y a encore du travail, hein, mais c'est bien. Donc je ne suis pas certain que le modèle suisse, en fait, il est certainement très très bien. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ou je ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais en revanche, il est en train de toucher ses limites, probablement aussi, parce que là, justement, la population, on ne la définit plus. Alors ça, je sais que c'est le sujet controversé. C'est qu'à mon sens, et je m'inclus dans cette exclusion, en fait, un citoyen d'un pays, d'une part, il doit porter les armes et défendre le pays. Ça, c'est un élément absolument... il doit avoir, en plus, il doit avoir un interest, un vested interest, comme on dit. Il doit avoir un élément important dans le futur de ce pays. Donc, il y a des éléments, on ne peut pas donner un droit à quelqu'un sans qu'il y ait de responsabilité qui va avec. Ouais. On ne va pas juste dire, ouais, on te donne un droit et on pense que tu vas bien. Et troisièmement, et ça c'est le point encore plus controversé, c'est que pour être citoyen d'une nation, il faut que la majorité de ses ancêtres aient été citoyens de cette nation. Donc on ne peut pas devenir suisse ou français ou n'importe quoi juste parce qu'on a ses fesses dans le pays et qu'on touche des allocs. Et je m'inclus là-dedans. Techniquement, je n'aurais jamais pu pouvoir devenir suisse parce que la majorité de mes ancêtres sont italiens. Et donc, peut-être que mes enfants, qui sont à moitié suisses, moitié italiens génétiquement, on va dire, bon, c'est 300 km la distance, mais quand même, peut-être qu'eux, un jour, ils auront des enfants qui seront citoyens suisses, dans ma logique à moi. Parce que ça doit se mériter, ça doit être un truc qu'on gagne sur un siècle, la nationalité. C'est pas un truc qu'on gagne en 3 mois ou en 6 mois. Enfin, c'est mon point de vue. Et ce qui exclut pas ce qui veut pas dire qu'on éjecte les gens qui ne sont pas nationaux. On peut très bien accueillir des gens de tous les horizons avec leurs idées, leur culture et partager, etc. Mais je dis juste, de la Suisse. La démocratie, le droit de vote est une arme incroyablement violente et puissante
qu'on ne peut pas donner comme ça facilement n'importe comment. Et je sais que le processus de naturalisation en Suisse, je suis passé à travers, est un petit peu plus compliqué que dans beaucoup d'autres pays dans le monde. Mais enfin, par exemple, essayez de devenir marocain, essayez de devenir saoudien, essayez de devenir israélien. Vous allez voir comme c'est dur. Parce que ce sont des pays qui ont souhaité, alors c'est un choix, qui ont souhaité garder le contrôle d'une nation sur un territoire. Et donc cette nation, le peuple, est au-dessus des lois. Ça, c'est très important. Parce que la nation, elle véhicule une culture, et cette culture, elle représente un peuple qui est au-dessus des lois. Alors que dans beaucoup de pays occidentaux, on a mis les lois au-dessus de la nation, au-dessus des peuples. Éric Zemmour l'explique très très bien dans son livre Mélancolie française, je crois. Et c'est tout à fait juste. On doit faire très attention aux lois parce qu'elles sont influencées par, comme on l'a mentionné, par des lobbies, par des réseaux, par des groupes d'influence. Il n'y a pas que les lobbies, il y a plein de sortes d'influences sur les lois. Et l'État, on ne doit jamais oublier que c'est quelque chose de violent. Et donc, nous devons faire très attention à qui décide les lois, parce que même vous mentionnez, et je termine avec ça, le mouvement des Gilets jaunes, qui est très intéressant d'un point de vue grassroots, comme on dit en anglais, qui vient du profond, qui vient d'une population excédée par les lois, par les taxes, qui a de la peine, mais qui réclame quoi? Qui réclamait, en fait, que l'État les aide eux aussi, et pas seulement les parasites habituels. Et en fait, c'est un bon mouvement qui part d'un bon fond, mais qui en fait n'a pas compris qu'en fait, il demande simplement une part d'être un peu moins esclave que dans sa situation présente. Et donc, il n'est pas révolutionnaire du tout. L'approche des Gilets jaunes a été très pacifiste. Elle a été non armée, je ne crois pas que c'était une prise du pouvoir qui était recherchée, c'était simplement… Elle n'a pas été spécialement violente. Non, la quête in fine, je crains qu'elle ne soit simplement… Je veux prendre justement ce fameux pouvoir pour essayer d'avoir quelques miettes en plus. Mais l'idée, c'est qu'il ne faut pas choper le pouvoir, il faut que ce pouvoir disparaisse ou en grande partie disparaisse. Mais après, c'est mon avis d'individu, je ne représente personne, je n'ai pas de mouvement, c'est juste un avis personnel. Pascal, vouliez-vous ajouter quelque chose pour conclure ces échanges? Ben écoutez, par rapport à ce dont vous venez de parler, il faut savoir si un mouvement, qu'il soit révolutionnaire ou non, mais qui entend changer des choses, est là pour juste conquérir des libertés ou pour se réapproprier ses responsabilités. Parce qu'une fois de plus, quand on assume ses responsabilités, les libertés reviennent d'elles-mêmes. Quand vous déléguez des pans entiers de ce que vous êtes, de ce que vous êtes censé assumer, de vos responsabilités à d'autres, c'est normal qu'ils viennent les exploiter, qu'ils viennent prendre ces responsabilités, qu'ils les exploitent en retirant leur dîme. Donc, encore une fois, les peuples ont les libertés et les responsabilités qu'ils méritent. Et si vous êtes responsable d'une situation et que vous l'assumez de A à Z, vous n'avez aucun intérêt à faire en sorte que quelqu'un d'autre vienne l'assumer pour vous. Donc, c'est aussi simple que ça. Et le jour où les mouvements des Gilets jaunes viendront en disant que nous voulons assumer en local la responsabilité de l'éducation, de la santé, des transports, et ceci, et cela, etc., et vous n'avez plus rien à faire là-dedans, vous n'intervenez plus, merci beaucoup. Vous vous contentez de deux choses au niveau du gouvernement, c'est la propriété, la défense de la propriété privée et de la propriété intellectuelle. Comme je dis souvent, on peut y ajouter l'ordre intérieur et la défense, et encore, ça devrait être séparé, quelque part. Donc, les deux choses, c'est ça. Et puis, si les gens veulent assumer des responsabilités, ils retrouveront leur liberté. Il n'y a pas de problème. Je voulais juste ajouter une chose. En fait, tout à l'heure, quand on parlait du modèle suisse, peut-être pour Pascal et moi, ça nous semble tellement évident, oui. Mais ce que vient de dire Pascal me l'a rappelé, c'est qu'en fait, on a un des principes du fonctionnement de l'État suisse, de la Confédération, c'est la subsidiarité des pouvoirs. Ce qu'en fond allude Pascal, c'est de dire, au fond, les problèmes doivent être gérés au niveau où ils sont le plus facilement gérables. Oui. Et donc, on va déléguer, mais pas avec une multitude de régions qui se… Voilà, il faut faire simple. Mais la commune, c'est des gens qui se connaissent, c'est un village, c'est un quartier,
ils ont des questions et ils vont gérer une démocratie de terrain. Est-ce qu'on va faire un ramassage des ordures payant ou pas? On vote, oui, non. Après, on pourrait discuter sur est-ce que la démocratie par majorité, c'est le meilleur modèle, mais enfin, ou par rapport au volontarisme. Mais en tout cas, au niveau de la commune, on sait gérer les problèmes de la commune. Au niveau du canton, c'est-à-dire des petites régions, on a des problèmes de route, de police, de santé publique qui sont locales, avec, encore une fois, le moins de lois possible. Il faudrait moins de lois même qu'en Suisse. Mais là, on a des populations un petit peu plus grandes, une ville, une petite région qui se disent « Bon, ben voilà, nous, on aimerait bien plutôt ceci et cela. » Et si ces lois sont trop importantes, à ce moment-là, il y a le niveau au-dessus qui dit « Non, 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 la défense du pays, la politique étrangère, on ne peut pas laisser faire une commune, envoyer un émissaire en Chine et minute. On va essayer de gérer tout ça par le dialogue. Ensuite, on a aussi, c'est clair qu'en Suisse, on a une culture du consensus, qui fait qu'on est lent à prendre des décisions, et souvent, ça nous sauve parce qu'on ne fait pas les bêtises au progressisme aussi vite que les autres. Mais enfin, voilà, donc on a ces niveaux qui nous permettent de garder ce pouvoir, de le diluer un petit peu et pas de le centraliser. Mais c'est aussi historique parce que clairement, on a des pays voisins qui sont beaucoup plus centralisés. La France jacobine est héritière des despotismes de la royauté et clairement une culture particulière. En Italie, il y a eu aussi de la centralisation, puis ensuite la décentralisation. En Espagne, on a décentralisé aussi. Ça ne se fait pas sans problème. C'est complexe parce qu'il y a souvent des overlaps, des pouvoirs qui créent de la bureaucratie. Regardez la Belgique au niveau de la bureaucratie, c'est un spectacle. C'est une monstruosité. Donc, à chaque pays d'essayer de trouver ses réformes en fonction de ses cultures, encore une fois, mais de réfléchissez à ce qu'il y ait le moins de pouvoir possible, parce que c'est le pouvoir qui corrompt. C'est vrai que dans tous les deux, vous avez amené beaucoup de réflexions très, très constructives, aussi bien chez Pascal à cette question de finalement demander par une voie un peu de type un peu référentaire, mais individuelle, des signatures multiples et collectives à reprendre la main et à avoir ce fameux droit à référendum qui aujourd'hui effectivement est très, très cadré en France. Du côté de Pierrot, il y avait cette question de constitution, également cette dimension de reprise un petit peu de pouvoir au niveau local. D'ailleurs, c'est vrai que Pierrot, vous avez aussi insisté sur la constitution. Pas de prostitution, de constitution. Constitution. Vous avez aussi insisté sur finalement la situation où on voit bien, vous avez cité l'exemple italien et espagnol, qui sont des pays beaucoup plus décentralisés que la France, et ce schéma finalement se trouve également en Allemagne également. Donc on a quand même maintenant un pays qui est la France, qui apparaît comme un modèle un petit peu décalé par rapport à son environnement, qui est entouré par des grandes nations et qui sont toutes des nations plus décentralisées, même si elles ont encore des modes de fonctionnement qui leur sont propres. Écoutez, messieurs, vraiment merci beaucoup à vous pour cette nouvelle soirée de débat. Ça a été d'une très, très grande richesse. Merci à vous, Jean-Pascal. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. C'est pas comme si on avait un rendez-vous pour aller à une orgie ou quelque chose. On est complètement. Voilà. On est cadré en ce moment. On est cadré. Non, mais merci à vous, messieurs. Voilà, merci beaucoup.